Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire la présentation du Grand Prix d'Espagne. Du côté de la Moto Grand Prix, et oui, première course sur le territoire espagnol, parce que certes le Grand Prix d'Espagne n'est pas tout seul. Vous avez notamment Valence, vous avez la Catalogne également, qui sont au programme de la saison de MotoGP. On va voir un petit peu le circuit de Jerez, la météo, et puis on gardera également les dernières infos du paddock du côté de la MotoGP. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez s'imposer sur ce week-end de course ou qui sera un petit peu en difficulté. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos Formule 1, MotoGP, cyclisme, bien entendu, le Tour de Romandie, en ce moment également sur la chaîne. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir la chaîne avec un super thanks. Et puis, vous pouvez aller voir TikTok également. Vous pouvez également aller voir EPS 2.0, Google Podcast, Deezer, Spotify, notamment le Grand Prix d'Espagne. Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Jerez. Un circuit très technique, le circuit de Jerez. C'est un circuit où il y a énormément de virages, peu de lignes droites. C'est la particularité de Jerez. C'est un circuit qui commence maintenant à être présent depuis quelques années du côté de la MotoGP. Moi, depuis que je regarde la MotoGP, j'ai toujours connu Jerez. C'est un circuit qui est plus tout jeune, mais qui a quand même bien réussi à se renouveler, notamment au niveau des paddocks, des stands. Il y a souvent pas mal de monde quand même sur cette piste du côté de Jerez. On voit souvent des gens dans les tribunes, mais même en dehors des tribunes. Et c'est un circuit où on avait eu des bons résultats, notamment avec Fabio Quartararo, avec d'autres pilotes. C'est là où Fabio Quartararo avait fait sa première pole position devant Morbidelli. C'était en 2019. Donc c'est un circuit où certains pilotes sont très à l'aise et d'autres pilotes ont un peu plus de mal. Et puis en MotoGP, c'est quand même un petit peu un défi parce que c'est un circuit maintenant où pour gérer la puissance démoniaque de ces MotoGP, eh bien c'est pas si évident que ça sur cette piste. Du côté, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, donc on va regarder les dernières infos du paddock. Eh bien, on va pas commencer du côté des dernières infos du paddock avec un retour sur Austin. Alors à Austin, il y a eu énormément de chutes. Alors Austin est toujours un circuit où il y a pas mal de chutes, mais en cette année 2023, eh bien, on a eu vraiment une hausse des chutes. Seulement 2 pilotes des 22 engagés en MotoGP ne sont pas tombés. C'est le vainqueur de la course, Alex Rins, et Fabio Di Giannantonio, le pilote Gresini. On a eu 69 chutes pendant tout le week-end, toutes catégories confondues. C'est la MotoGP qui remporte la palme du nombre de chutes avec 34 chutes, ce qui représente à peu près 50% du total. C'est 3 chutes de plus qu'en 2022, mais c'est déjà quasiment 69 chutes, le même nombre de chutes que sur les 2 premiers Grands Prix réunis de la saison, car au Portugal on en a vu 57, ce qui était déjà beaucoup au Portugal, et en Argentine on en a eu 23. Ça montre aussi que peut-être que le fait qu'on ait eu un peu plus de chutes, que ce nouveau format de week-end avec les courses sprint, fait prendre un peu plus de risques aux pilotes. Alors parmi les pilotes qui sont le plus tombés en MotoGP, on a Jack Miller qui est tombé à 6 reprises, dont 2 fois en Q2, Alex Marquez qui est tombé 4 fois, et puis Jorge Martin qui est tombé 3 fois. C'est le podium du nombre de chutes du côté de la MotoGP à Austin sur ce Grand Prix des Amériques. L'info du jour également, elle nous vient de Marc Marquez. Marc Marquez qui est forfait à Jerez, le pilote de la Honda qui considère qu'il n'est pas encore suffisamment remis. Il considère que reprendre à piloter une MotoGP serait peut-être un peu trop risqué à Jerez au niveau de sa main. Donc il préfère se concentrer sur le Grand Prix de France. C'est déjà la 3e impasse de la saison pour Marc Marquez. C'est depuis longtemps que Marc Marquez n'a pas fait une saison complète où il a participé à tous les Grands Prix. Il va être remplacé, et ça c'est un petit peu une surprise, par Iker Lecuona et par Stefan Bradl, qui est pilote officiel Honda en World SBK et aussi ancien pilote MotoGP. Mais là c'était du côté de chez KTM. Il était passé notamment par le team
Tech 3 Iker Lecuona. On va voir comment il va s'en sortir Iker Lecuona, même s'il n'a pas roulé depuis quelques temps. On a vu avec Jonas Folger, c'est pas si facile que ça de reprendre le rythme de la moto GP. Autre info également, eh bien c'est une info de Marco Bezzecchi qui a dit dans une interview que si Valentino Rossi, si la VR46 décidait d'utiliser des motos Yamaha, eh bien il quitterait le team de Valentino Rossi. Lui, il veut rester chez Ducati et c'est vrai que Ducati aujourd'hui c'est la meilleure moto du plateau. C'est une moto italienne, c'est avec rester dans le giron italien, le giron Ducati pour Bezzecchi, bah c'est quand même la possibilité, pourquoi pas d'aller chez Pramac dans 1 an, dans 2 ans, pourquoi pas d'aller dans l'équipe 1, également Ducati, et pour un Italien forcément c'est un objectif. Ça montre aussi que personne ne veut de cette Yamaha et qu'il ne va pas être facile pour Yamaha pour trouver un team satellite, parce que c'est vraiment l'objectif de Yamaha. L'objectif de Yamaha n'est pas de rester seulement avec 2 motos, c'est de trouver un team satellite. Sauf que, comment vous dire, la Yamaha, elle est quand même pas très performante depuis quelques temps et qu'on sent pas vraiment de révolution sur cette machine pour le moment. Donc, on se dit que si Fabio Quartararo galère autant avec cette moto, c'est que les autres pilotes seraient également en difficulté. Donc, elle fait un peu peur, cette Yamaha. Et puis, je termine avec une dernière info. La dernière info, c'est quand le retour de Paul Espargaro. Alex Espargaro, son frère, a donné des informations. On rappelle qu'il était tombé le vendredi soir du premier jour de la saison. C'était du côté du Portugal à Portimao, sur le circuit qui est dans l'Algarve. Grosse chute, on rappelle qu'il avait une fracture de la mâchoire, un problème pulmonaire et une blessure au dos également de manière importante. Alors, il a dû être opéré notamment de sa fracture de la mâchoire parce qu'elle gênait son audition, elle provoquait vraiment un problème de son audition. La contusion pulmonaire est toujours difficile à résorber. Il a toujours sa respiration assistée par un respirateur et que la blessure au dos nécessite plus de repos que prévu et empêchera tout travail de début de rééducation. Donc c'est-à-dire qu'on ne devrait pas le revoir avant la trêve estivale. Après la trêve estivale du côté de Paul Espargaro, donc du côté de KTM, Jonas Folger notamment va être très présent avec Dani Pedrosa peut-être sur certaines courses. Peut-être qu'on verra si Dani Pedrosa est plus performant que Jonas Folger, en sachant que Jonas Folger ne voulait pas vraiment revenir, que KTM a vraiment dû le convaincre de revenir car Jonas Folger ne se sentait pas suffisamment prêt pour être performant sur une MotoGP. On revient sur le Grand Prix 2022, sur l'année dernière du côté de l'Espagne, avec un Grand Prix qui avait été dominé par Bagnaia qui avait gagné, qui avait fini devant les qualifs et qui avait à chaque fois remporté le Grand Prix, même si Fabio Quartararo lui avait mis la pression pendant tout le week-end, mais il n'avait jamais trouvé la faille face au pilote Ducati. Derrière, on avait eu Alex Espargaro qui avait pris la 3e place. Il y avait eu une belle bagarre entre Espargaro, Marquez et Jack Miller pendant la course. Et puis Joan Mir avait fini 6e pour la Suzuki. Ça commençait déjà à être le léger déclin de Suzuki sur cette saison 2023. Ils vont vraiment avoir un moment compliqué pendant l'été. Et puis Nakagami avait fait 7 devant Bastianini, Bezzecchi et Brad Binder, alors que Johan Zarco était tombé au bout du 9e tour de course. Le circuit de ce Grand Prix d'Espagne, c'est le circuit de Jerez, le circuit Andrés Nieto, circuit donc qui fait 4 km 4, circuit avec 13 virages, circuit qui est très technique. C'est un circuit où c'est assez compliqué de dépasser parce qu'il y a il y a quand même pas mal de virages, il y a pas mal de zones avec des virages assez lents. Je pense notamment au virage 2. Où on ne peut pas tenter grand chose. Le 9-10, ça se passe pas non plus à très haute vitesse, donc on peut pas faire grand chose à certains endroits du circuit. Vous êtes obligé de suivre votre adversaire parce que pour dépasser, c'est une grosse prise de risque. Tenter un dépassement dans le virage 8, c'est osé. Tenter un dépassement à la sortie, là, le 11-12, c'est compliqué aussi. C'est un circuit où il n'y a pas vraiment de grande ligne droite. La plus longue ligne droite fait 607 mètres. C'est l'un des circuits où il y a le moins de ligne droite. Ça tourne pas mal. Et puis, pas beaucoup de place, en fait, pour dépasser. Donc, c'est toujours un circuit assez technique. C'est l'un des circuits les plus compliqués, les plus lents de la saison, parce que
Voilà, vous avez beaucoup de virages, le 1, le 2. Vous les passez vraiment à toute petite vitesse. Et puis, il faut quand même faire attention parce qu'on peut avoir des grosses chutes à Rérez. Il y a pas mal de air fence le long de la piste. Parce que c'est vrai que quand on tombe, il n'y a jamais beaucoup d'espace avec le bord de piste. Donc, on peut se faire mal à Rérez. Donc, il faut vraiment faire attention. Les 3 virages, pour moi, importants de ce circuit, les 3 virages marquants. Moi, je dirais que c'est le virage 4. Alors, il est connu pour la chute de Marc Marquez. Mais c'est vraiment un virage très compliqué parce que vous êtes vraiment en grosse accélération à cet endroit-là du circuit. L'arrière peut décrocher assez facilement. L'avant aussi, hein, mais vous pouvez perdre l'avant et l'arrière. Ce qui est assez rare en moto, parce que souvent on perd soit l'un, soit l'autre. Et quand vous tombez à haute vitesse. Donc forcément, ça entraîne des dégâts sur la moto, et ça entraîne des dégâts physiques aussi. Et encore une fois, je pense que l'accident de Marc Marquez en témoigne assez bien. Il y a le virage 6, gros virage au bout de la ligne droite. C'est un virage où on peut tenter des dépassements. C'est-à-dire que chaque année, c'est la zone où on va avoir le plus de dépassements sur circuit. C'est pas forcément le circuit, il y a beaucoup de dépassements, c'est le virage 6, et là on peut vraiment tenter des choses parce que c'est un gros freinage. À la réaccélération aussi, on peut prendre plusieurs trajectoires. Parfois, on a eu des catastrophes même à la réaccélération. Il y a 2 pilotes Ducati qui s'en souviennent, notamment. Mais c'est vraiment un endroit où on peut tenter des choses, le virage 6, sans forcément prendre trop de risques. C'est un peu un freinage au frein. Voilà, c'est celui qui freine le plus tard et celui qui arrive à mieux le tourner dans ce virage-là. Donc, c'est souvent un endroit où on aura des dépassements, comme le virage 13. Là aussi, on est sur une épingle qui est plutôt assez fermée. En Moto 3, normalement, il va y avoir des chutes dans le dernier tour à cet endroit-là. Mais en Moto GP aussi, on peut tenter. Là encore dans le dernier tour. Après, il faut faire attention parce que contrairement au virage 6 où une fois que vous passez en tête, c'est très compliqué ensuite de vous redépasser. Dans le virage 13, vous avez la longue ligne droite, la ligne droite des stands qui peut vous permettre également de redépasser, de vous faire redépasser. Donc je dirais les 3 endroits qui me semblent vraiment pas simples sur ce circuit Andrel Nieto. Les pneus du côté de ce Grand Prix, du côté de chez Michelin, on a donné quelques informations sur les pneus. Alors, on est sur un circuit qui est quand même assez exigeant pour le pneu avant du côté de Rérez. Donc, on a choisi les softs, les médiums, les hards, sauf que ces 3 pneus-là sont symétriques du fait qu'il y a pas mal de transferts de masse qui sont assez présents. Et puis du côté du pneu arrière, là on est parti sur 2 choix qui sont le soft et les médiums, donc les choix les plus tendres du côté de Michelin, avec des pneus qui seront asymétriques du côté de Michelin sur ce pneu arrière. Donc un pneu avant, plutôt conseillé d'utiliser un pneu dur sur ce circuit, et puis à l'arrière par contre on a plutôt des pneus un peu plus tendres et on sait que les médiums pourront être optés en cas de forte température qui pourra arriver du côté de Rérez lors de ce week-end. Du côté de la météo, on y passe tout de suite. Vendredi entre 18 et 33 degrés. Des nuages dans le ciel, mais qui ne devraient pas partir pendant l'après-midi. Le ciel ne devrait pas se dégager. Pas de risque de pluie par contre, et puis un vent de sud entre 15 et 35 km/h. Le samedi, entre 18 et 22 et 29 degrés, donc un temps un peu plus frais du côté de Rérez. Pour la course sprint, on aura un grand soleil. Le matin, ça sera un petit peu couvert, et puis un vent de sud-ouest le matin entre 10 et 20 km/h. Et l'après-midi, on aura un vent d'ouest entre 20 et 30 km/h. Et puis dimanche, 28 degrés pour la course avec un temps de nouveau très nuageux sur le circuit et vent de nord-est entre 15 et 25 km/h, mais il n'est pas indiqué pour le moment de la pluie. Le risque des pluies est à 0 pour le moment sur la chaîne météo, mais bien entendu, nous sommes mercredi, il est 13h46 et ça peut évoluer d'ici là. Parmi mes pronostics, j'ai décidé de mettre Bagnaia. Ça reste un pilote qui avait trouvé la solution l'année dernière sur cette piste. La Ducati a quand même vraiment progressé depuis 2 ans sur ce type de terrain un peu technique. Donc on sait que c'est une moto qui va être performante sur ce circuit. Je tente Alex Rins.
C'est un circuit où la Honda peut peut-être être performante. L'année dernière, Marc Marquez en était bien sorti sur ce circuit. Et puis Alex Rins a peut-être trouvé la solution depuis le dernier week-end de course. Et puis Marini également, il a un pilotage qui est très propre, ça peut vraiment être bien. Il peut peut-être utiliser des pneus très tendres par rapport à ses adversaires. Donc ça pourrait peut-être l'aider. Et puis en grosse cote, je tente Brad Binder. On sait qu'il aime ce circuit. Il avait été performant en Moto 3. Il avait fait une sacrée remontée. Donc je me dis toujours, Brad Binder, il est capable de tout. Du meilleur comme du pire, le pilote sud-africain. Parmi les enjeux, eh bien, les pilotes de la VR46 vont-ils rester dans le top 5? Alex Rins va-t-il faire un nouveau podium? Ou encore Pecco Bagnaia va-t-il encore chuter ce dimanche? Eh bien, on saura tout ça ce week-end. On regarde tout de suite le programme télé. Du côté de la MotoGP, on commence avec les essais 1 qui ont lieu entre 10h45 et 11h30 sur Canal+ Sport 360. Les essais 2, encore une fois sur Canal+ Sport 360, ça sera vendredi entre 15h et 16h. Le samedi 29 avril, on aura la Free Practice du matin entre 10h10 et 10h40 pour une Q1 10h50, une Q2 à 11h15, à nouveau sur Canal+ Sport 360, alors que la course sprint aura lieu à 15h sur Canal+. Et puis du côté de la course du dimanche, eh bien, le warm-up aura lieu à 10h45, le Grand Prix à 15h, un peu plus tard que d'habitude. En fait, on essaye d'attendre la fin du Grand Prix d'Azerbaïdjan, sauf que bon, ça se touche quand même entre la Formule 1 et la MotoGP. Et quand on sait qu'en Azerbaïdjan, on peut avoir des drapeaux rouges, il pourrait quand même se dérouler les deux courses en même temps. Donc peut-être que Canal+ pourrait programmer la MotoGP sur une autre chaîne si la F1 venait à déborder. Du côté de la Moto 3 et de la Moto 2, la Moto 3, les qualifications, ça sera sur Canal+ Sport 360 samedi à 12h50, entre 12h50 et 13h30. La course à midi, également sur Canal+ Sport 360. Et puis pour la Moto 2, la Q1 13h45, la Q2 se finira à 14h25 pour une course qui aura lieu dimanche à 13h15. Eh bien, je crois que maintenant vous savez tout pour ce week-end de course. Nous, on se retrouve bien entendu pour faire le débrief lundi ou mardi pour faire le débrief de ce week-end du côté de Rérez, et puis on fera également le débrief du côté de la Formule 1. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.